Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 11 avril 2011, 11 avril 2024. 13 ans après, les Ivoiriens se souviennent, la Côte d'Ivoire se souvient. Quelles leçons retenir de ce passé triste, douloureux qui a saigné notre pays? Nous en parlerons avec notre plateau ce soir, mais également en deuxième partie, nous aurons également le président, on va dire le président du conseil d'administration de la MUGEFSI. La MUGEFSI fête ses 50 ans, on en parlera. Très heureuse de vous retrouver encore une fois ce soir. Bonsoir encore une fois et bienvenue. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc participer à cette émission et donner votre point de vue et votre vision de la Côte d'Ivoire après tout ce qui s'est passé. Notre plateau ce soir est composé de Marie-Pascale. Pourquoi je vous appelle Marie-Pascale? Je ne sais pas. Je vais vous faire payer quelque chose chaque fois que vous direz Marie, mais Marie qui est un très beau prénom. Exactement. Bonsoir Alors, Christelle, bonsoir chez vous. Élisée, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle. Marius, bonsoir. Ma très chère Christelle, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Live TV. Daouda, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Et je profite de l'antenne de ce 11 avril aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille qui s'appelle Soraya. Joyeux anniversaire à toi Soraya. Papa t'aime beaucoup. Joyeux anniversaire Soraya. On profite pour relayer l'information. Alors, messieurs, c'est une date qu'on n'a pas besoin de rappeler parce qu'elle s'impose à nous dans notre histoire. Le 11 avril 2011, donc clôturait ce qu'on appelait la bataille d'Abidjan, qui a vu l'arrestation du président Laurent Gbagbo et tout ce que la Côte d'Ivoire avait connu. C'était donc les derniers instants de ces moments difficiles qu'ont vécu notre pays et les populations. Quand on vous parle du 11 avril, Marius Komoé, qu'est-ce que vous voulez convoquer de l'histoire en pensant à cette date-là? La fin donc d'une crise militaro-politique qui a défiguré justement la Côte d'Ivoire naguère très paisible et qui avait fait de la culture de la paix son arbre justement de gestion de la chose publique. J'allais dire la fin de la crise également militaro-politique qui a engendré 3000 morts au niveau national, au dire donc des institutions internationales, mais également la souffrance, la fin de la souffrance des populations qui subissaient donc un certain nombre d'embargos dictés par la communauté internationale, et plus précisément par l'Union européenne, qui avait interdit donc la destination Côte d'Ivoire au niveau des médicaments. Les Ivoiriens n'avaient pas accès aux médicaments, donc nous mourions à cette époque donc, dans les hôpitaux. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire également subissait des décisions de la communauté financière internationale avec la fermeture des banques et établissements financiers, ce qui a engendré beaucoup de dysfonctionnements dans le système financier et économique du pays. Et les Ivoiriens en avaient largement souffert. Les usagers, j'allais dire, des services publics en ont largement souffert. Daouda, au-delà de l'anniversaire de votre fille, à quoi vous pensez quand on vous rappelle cette date du 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire? Merci Christelle. Déjà le 11 avril, il faut le dire de façon claire, de façon précise. C'est difficile à dire, mais c'est la victoire d'un camp sur un autre camp au plan politique. Parce que c'est une grosse bataille qu'on a dû courir de 2002 jusqu'en 2011. Donc c'est la victoire d'un camp politique sur un autre camp. Du point de vue sociétal, c'est qu'aujourd'hui, le 11 avril est diversement apprécié selon le camp où les uns et les autres se trouvent. Certains disent que c'est le début de la démocratie, d'autres estiment que c'est l'assassinat de la démocratie. Donc aujourd'hui, d'un point de vue sociétal, le tissu social a été fracturé. Et c'est un fait qu'on voit quand on regarde toutes ces questions de réconciliation depuis ces années jusqu'à aujourd'hui. Pour ma part, je pars du principe que la date du 11 avril reste gravée dans la tête de tous les Ivoiriens et dans le cœur de tous les Ivoiriens. Mais surtout, c'est le symbole de la douleur, comme il le disait, de la souffrance, mais surtout de la résilience du peuple ivoirien. Quand on regarde tous les chantiers qui ont été mis en place de 2011 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites et on se rend compte qu'on vient de loin. Donc aujourd'hui, je pense que
comme tout Ivoirien, que ce soit nous qui sommes sur ce plateau ou ceux qui sont à la maison, il faut tirer des leçons de cela. Et justement, Est-ce qu'il faut-il revivre encore un autre 2011 quand on sait qu'on est à pratiquement 1 an, 6 mois de 2025? On en parlera, Daouda, et c'est aussi ça l'objectif de ce plateau, c'est de tirer les leçons afin que les uns et les autres puissent changer de postulat. Pascal, comment est-ce que vous réagissez à cette date? Oui. Ça rappelle à vous quel souvenir? Merci Christelle. Je vais partir aussi un petit peu sur le postulat qu'a posé Daouda. Factuellement, c'est un camp qui triomphe sur un autre. Donc on est tous d'accord là-dessus. Et vous le savez bien, ce sont les vainqueurs qui écrivent la majeure partie de l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater sur un ensemble de crises qui se sont déroulées dans le monde. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, avant de commencer, moi j'aimerais m'incliner également, parce que certaines familles sont restées fracturées, parce que ce sont des gens, ce sont des histoires personnelles, ce ne sont pas que des infrastructures, ce ne sont pas que des effondrements économiques, ce sont des gens qui font tout ceci. Et donc m'incliner sur la mémoire des 3248 morts, officiellement dénombrés, et ne pas oublier que même après le 11 avril, il y a encore eu des exactions, des poches de résistance, je pense à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où pendant 2 mois, il y a eu une situation très difficile. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir? Plusieurs de nos camps politiques se sont arrêtés à cette date, ça veut dire qu'elle est importante, et l'ont interprétée de la façon qui leur paraît la plus légitime possible. Mais je me mets, moi, dans ma posture de citoyenne. En tant que citoyenne, ce que je demande, ce que je dis aux personnes qui nous gouvernent, qui ont les destinées de la Côte d'Ivoire. Et avoir les destinées de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi quand on est dans l'opposition, parce que la parole de l'opposition en Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est entendue, elle est audible, elle compte, et ce qui est une vraie avancée, il faut le savoir. On a plusieurs chaînes de télévision, la preuve, nous sommes ici pour le dire. Eh bien, c'est de dire aujourd'hui à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, influent sur la Côte d'Ivoire, sa destinée et les prises de position, eh bien qu'ils fassent attention. On va revenir sur ce point, parce que je pense que vous allez encore mieux le développer quand on parlera des résolutions et des leçons à tirer. Élisée Bouloubeuf, 11 avril 2024. 11 avril 2011, 11 avril 2024, pour vous, ça rappelle quel souvenir? Moi, je vais peut-être surprendre plusieurs, mais quand le 11 avril, je l'inscris sur le même alignement que le 19 septembre 2002, que le 24 décembre 1999. Pour moi, c'est des dates sombres de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, moi, je pense les Ivoiriens doivent s'en souvenir, non pas parce que, pour peut-être célébrer une victoire de l'un sur un autre, mais je pense qu'ils doivent plutôt s'en souvenir pour prendre la décision de ne plus répéter, en fait. Pour moi, c'est ça. Parce que qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, la comptabilité macabre, elle est dans les deux camps. Voilà, elle est dans les deux camps. Donc, j'estime pour ma part que c'est des dates. C'est pourquoi je crois qu'à un moment donné, il faut peut-être que nous tous, on élève un peu notre humanisme, en fait, en allant au-delà de seuls intérêts politiques pour comprendre que, de par notre fait, des vies humaines que nous n'avons pas créées, dont nous ne sommes même pas créateurs, mais par notre fait, par notre attitude, notre posture, avons conduit à la perte de ces vies-là. Et ça, c'est important. On va revenir là-dessus. Alors, Marius, on regardera un peu les réactions des différents camps. Chacun a tenu à célébrer cela. Pour le PPACI, c'est ce 11 avril-là que la démocratie a été assassinée en Côte d'Ivoire. Pour le RHDP, c'est vraiment le début de la démocratie en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous analysez ces deux postulats, Marius? Pascal le disait tantôt. Chaque camp interprète donc la fin de la crise ivoirienne en fonction donc, de sa posture. Et bien évidemment, le camp qui a vaincu sur l'autre déclare que c'est la fin donc, de la dictature et autres. Et ceux qui ont perdu donc, le pouvoir disent que c'est la fin également de la démocratie qu'eux étaient en train d'instaurer. Mais pour nous, qui avons souffert véritablement de cette crise, en tant que citoyens, bien entendu, usagers des services publics, nous disons tout simplement qu'il n'y a pas véritablement à célébrer cette fin de crise selon ses intérêts politiques. Il faut la célébrer comment? À l'analyse,
sous le régime du président Gbagbo, on célébrait également les martyrs. Et donc, sous ce régime également, et quand on sait comment ce régime, si le régime du président Ouattara est advenu au pouvoir, il est bien évident qu'eux aussi célèbrent ce 11 avril en disant que c'est l'instauration de la démocratie. Mais la démocratie n'a pas commencé seulement le 11 avril. Donc pour vous, en fonction des camps, on peut se tromper. Mais justement, sinon la démocratie a commencé depuis Houphouët-Boigny avec le multipartisme et bien d'autres faits qui ont marqué l'histoire de cette Côte d'Ivoire. L'avènement. Alors, il faut rappeler que le téléphone est ouvert, chers téléspectateurs. Vos avis comptent et justement, vos avis, aussi divergents qu'ils pourraient être, sont importants parce que c'est ça aussi le débat politique. Vous pouvez nous appeler au 98 070. Daouda, lorsqu'on regarde un peu les différents postulats, est-ce qu'on se dit on peut se retrouver encore dans le même schéma ou c'est juste des choses qui ne vont pas nous rappeler, les politiques ont compris, la Côte d'Ivoire ne pourra plus jamais vivre ce qu'on a connu en 2011. Votre regard? Si on y prend garde, Christelle, on va se retomber dans les mêmes travers de 2011. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Oui, mais parce qu'aujourd'hui, le problème est le même en Côte d'Ivoire. On a l'impression que le discours doit changer. Oui, on le dit tous. Pour moi, le discours doit changer. Mais il ne doit pas changer par le bas. Il doit changer par là-haut. Quel discours qui doit changer? Le discours politique. Le discours que les gens tiennent, les discours de haine, les discours de division. Toujours ressasser le passé. On m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ci. Parce que ceux qui ont perdu disent qu'on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Ceux qui ont aussi gagné disent que nous avons subi ça, nous avons subi ça. Donc on reste, on stagne et on baigne dans, comment on appelle ça? C'est un peu comme un concours de souffrance. Qui a le plus souffert que qui? Il faut sortir de ça dans un premier temps. Et deuxièmement, quand on regarde l'embellie que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, regardons la dernière CAN, la plus belle jamais organisée. Même ceux qui doutaient que la Côte d'Ivoire était arrivée à un certain niveau, quand ils sont revenus pour être trivial, ils ont déposé. Donc après la crise, la Côte d'Ivoire est à un certain niveau. Donc la Côte d'Ivoire, après 2011, renaît de ses cendres, tel un phénix. Donc pour ma part, je vais m'adresser à cette jeune génération. Ces nouveaux majeurs, ceux qui avaient peut-être 1 an, qui sont nés en 2000. Aujourd'hui, ils ont 24 ans. Ouais. L'année prochaine, ils vont aller voter. C'est à eux que je m'adresse. Parce que techniquement, quand les politiques tiennent leur discours, et j'aimerais rappeler la citation d'un illustre homme politique qui est décidé dans ce pays, Feu Ahmed Bakayoko, qui disait, et je préfère le citer, ne vous battez pas pour les hommes politiques. Lorsque nous faisons nos arrangements politiques, nous ne vous associons pas. Donc ne vous détruisez pas en vous battant, car la politique à ces champs de bataille qui sont les campagnes et les urnes. C'est pour dire que finalement, les 3000 et quelques morts dont vous parliez tout à l'heure, combien d'hommes politiques sont allés à vos funérailles? Combien d'entre eux sont allés à vos funérailles? C'est de ça qu'il s'agit. Donc techniquement, s'ils veulent se déchirer entre eux, hommes politiques, qu'ils se déchirent. Très bien. Mais les jeunes doivent rester chez eux. C'est aussi simple que possible. Alors, on part à Daoukro, messieurs, dames, et pour écouter M. Amani Pascal. Monsieur Amani, allez-y. Bonsoir. Quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et quelles leçons retenir? Bon, mon point de vue, c'est je ne voudrais pas qu'on dise quelqu'un a gagné sur tel autre. Ce que je voudrais, que nous bannissions ce problème-là de notre vocabulaire au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour vous, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite? Hein? Il n'y a pas eu un camp qui a gagné, ni un camp qui a perdu? Non. Actuellement, nous voulons qu'il y ait une réconciliation vraie. Si on dit que celui-là a gagné, que lui veut prendre sa revanche, que celui-là a perdu, qu'il veut prendre sa revanche. Vous voyez que ça va pas, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais qu'on dise que nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons voir nos enfants grandir dans la paix, dans la joie. Puisque actuellement, nous voulons qu'il y ait la paix au niveau de notre beau pays. Nous voulons que ce problème de celui-là a gagné, celui-là a perdu, celui qui est parti à la haie, il est revenu. Donc, il faudrait qu'on vive en harmonie, sans problème. Très bien. Vraiment, que personne ne dise j'ai gagné, celui-là dit l'autre a perdu, pour que demain, ensuite dit je vais prendre ma revanche. C'est cela. Merci beaucoup, Monsieur Amani. Votre point a été bien compris. Merci d'avoir appelé. Pascal, comment est-ce que vous voyez le point de Monsieur Amani?
dans notre propos ici, on a dit il y a un camp, c'était la victoire d'un camp c'est sur vrai un qu'il a autre. dit, oui. Il estime que non, Nous, il faut prioriser la Côte d'Ivoire au Nous, on total. est sur le plateau, on pose Les factuellement ce que l'un dit de l'autre, mais c'est vrai qu'on on ne partage pas forcément ce point de vue-là. Je suis d'accord avec M. Amani, parce que quand quelqu'un perd, la prochaine étape, c'est sa revanche, et vice-versa, et on entre dans le cycle infernal et sans fin que vous évoquiez tout à l'heure, cher Daouda. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné? C'est ça la vraie question. Est-ce que tous les discours qu'on nous sert dans tous les camps qui disent que ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire, ce sont les enfants de Côte d'Ivoire, est-ce que ces discours-là rejoignent la réalité politique, la réalité sémantique des partis, et même des citoyens, et même des internautes, de ceux qui sont derrière leur clavier et qui attisent la haine et qu'on ne voit jamais quand le feu est attisé? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que finalement, si la Côte d'Ivoire a gagné, ou si elle est en train de gagner, ou si elle est en train de se reconstruire, c'est tout ce qui compte, il n'y a pas de vainqueur quand il y a un seul Ivoirien qui meurt. Élisée Boloube, lorsque les partis politiques ont un discours et que la population en a un autre qui désire foncièrement la paix, comment on fait pour justement pallier, pour mixer les deux points de vue, aller à une paix durable? Bon, j'en viens, mais déjà, si vous permettez rapidement, pour revenir un peu sur ce que les prédécesseurs ont dit, sur la question du 11 avril, moi je dirais honnêtement, c'est la défaite de la Côte d'Ivoire. La défaite de la Côte d'Ivoire. La défaite de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ce que la Côte d'Ivoire a présenté au monde et a présenté au monde comme une culture lui appartenant, c'est-à-dire la paix, la Côte d'Ivoire était allée à l'encontre de ça. Premièrement. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire qui était présentée par Houphouët-Boigny depuis les années 60 comme un pays de dialogue venait donc d'échouer. Parce que le dialogue a échoué avec ce qui a conduit au 11 avril. C'est-à-dire le dialogue a échoué. Donc, quand on regarde l'un dans l'autre, et troisièmement, un pays qui était censé être un havre de paix, où tout le monde pouvait fuir, je vais dire éventuellement la mort et venir se réfugier, ailleurs, désormais devient un terreau où la mort sévit. Donc, du coup, on a 3000 et quelques morts. Mais les 3000 et quelques morts, là, on les met à la comptabilité de qui? On les met à la comptabilité de nous tous. C'est nous tous les Ivoiriens. Ce n'est pas un camp contre un camp. La comptabilité, là, elle est, comment on appelle ça, imputable à l'ensemble des Ivoiriens. C'est justement parce que nous n'avons pas pu faire taire nos égos et mettre en avant l'intérêt de la nation que nous sommes arrivés à ce niveau. Est-ce que nous ne sommes pas en train de présenter les mêmes problématiques? Nous sommes à quelques mois de 2025. Alors, est-ce qu'au niveau des réactions, elle parlait de la sémantique des mots, est-ce qu'on n'a pas des braises qui pourraient s'allumer pour 2025? Mais justement, c'est là qu'il faut mettre chacun devant ses responsabilités. Moi, je dis toujours, ce n'est pas évident que d'où on est sorti en 2011, si on replonge, on en sorte. Parce que de la manière, la communauté internationale s'est mobilisée pour nous aider à sortir de ce trou, mais ils ne le feront plus. Ils n'ont plus ce temps. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays de qui doit se mobiliser pour essayer de le faire sortir. Surtout que maintenant, il y a des crises partout. Comment l'éviter, justement? Donc, si on n'est pas conscient de ce fait, et qu'on pense que tout le temps, les gens seront là pour nous baisser ou pour nous porter, mais c'est une erreur flagrante qu'on est en train de mener. Et surtout qu'on a une région aujourd'hui qui est en proie à beaucoup de crises. Donc, les hommes politiques et nous, citoyens, nous sommes devant nos responsabilités. Ça, il faut qu'on le comprenne aujourd'hui. Marius Komoré, devant nos responsabilités, combien de fois on n'a pas fait de débats politiques, de rencontres, de réconciliation, de campagnes, les ONG mobilisées, la société civile, on dit oui, on se partage les chartes pour la paix, la bonne conduite, mais on se rend compte que depuis quelques années, le cycle de la violence est attaché à nos élections. Comment faire pour que 2025 soit propre, soit clean? Mais dans les faits, nous attendons une nouvelle génération de leaders politiques en Côte d'Ivoire. Pour nous, ce sont les mêmes, hein? Les mêmes, tant qu'ils seront là, parce que les divergences de point de vue dont on parle ici proviennent des individus qui tiennent le pays depuis plus d'une trentaine d'années en otage. Et c'est nos aînés. Il faut qu'ils comprennent qu'à un moment donné, eux aussi doivent aller à la retraite. La retraite politique existe bel et bien. Donc, ce que vous dites, vous savez, c'est qu'il je vais vous surprendre. Il y a un renouvellement de génération, c'est cela? Je vais vous surprendre. Allez-y, surprenez-moi. Moi, chez moi, à Bengourou, là, vous savez qui allait moderniser ma ville natale, à Bengourou? Non, allez-y. C'est le préfet Bombé, Émile Constant Bombé. Nous étions dans les années 69, 70, 75. Moi-même, je n'étais pas encore cité. Aujourd'hui, je suis devenu père de famille. Lui, il est encore là, il fait la politique.
Mais soyez sérieux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Non, mais se il faut retire? bien qu'un jour, ils prennent la... Mais il faut bien qu'ils se retirent de la scène politique. Et il n'y a pas que aujourd'hui au PDCI. Vous avez une nouvelle génération. Vous avez M. Thiam, qui est président du PDCI, son directeur de cabinet. Donc ils ont commencé justement le renouvellement. Mais oui, mais au niveau du RHDP, il faut renouveler la classe politique. Au niveau du PPACI, il faut renouveler la classe politique. Il faut arrêter de nous présenter toutes ces années qui, à un moment donné, sont en divergence de point de vue et qui font que depuis des années, nous subissons des élections à répétition avec des violences tant verbales que souvent militaires. Juste avant de prendre notre intervenant, je voudrais rappeler, Marius Komoé, qu'aujourd'hui, justement, la réunion avec le PPACI, c'était pour acter la désignation officielle du président du PPACI, Laurent Gbagbo, comme candidat à l'élection présidentielle. Vous qui parliez de renouvellement de génération. On n'en est pas encore fini. Nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Oui, allô, bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Traoré Olivier, vous appelez le Cocody. Oui, Votre point de vue sur le 11 avril et comment ne pas répéter les erreurs du passé? Bon, j'ai pris votre émission un peu en retard. J'ai vu le thème, je voulais intervenir plus tôt. Allez-y, allez-y. Donc, voilà, il se peut que je dise des choses qui ont déjà été dites. Donc, excusez-moi pour ça. C'est pas grave, allez-y. Voilà, d'abord, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Et j'aimerais intervenir sur un point. Nous, Ivoiriens, ensemble, nous tous, je pense qu'on veut tourner la page. Je pense qu'on a déjà tourné la page et que tout ce qui reste, c'est des miettes genre de ressentiment, de passion triste qui restent. Je pense, à ma petite personne, que ce qu'il faudrait faire, c'est de réconcilier les mémoires. Je ne veux accuser personne, mais quand je vois que c'est la... Excusez-moi, mais depuis la fin de la crise, c'est la première fois qu'il y a une émission qui parle du 11 avril, qui en parle comme ça. On avait l'impression qu'il fallait que le 11 avril n'avait pas existé, en fait. Que c'était juste pour un camp qui devait se rappeler du 11 avril, et d'autres disaient que bon, ce qui nous intéressait, c'était les femmes d'Abobo, c'était d'autres mémoires. Très bien. Il y a d'autres qui parlaient de ce qui s'est passé à l'Ouest, j'oublie un peu les... Adiokwe. Voilà, Adiokwe. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de conciliation des mémoires et qu'il y a des victimes qui sont mises en avant que d'autres. Ce qui fait que ça crée un ressentiment dans une partie de la population. C'est-à-dire que nous sommes victimes aussi et nous sommes ignorés parce que nous ne faisons pas partie peut-être du camp des vainqueurs. Donc ça fait qu'il y a encore des personnes tristes. Je ne dis pas que des gens ont envie de faire des revanches. Il y a encore des personnes tristes qui disent que bon, nous, comme on a perdu, ou même comme on pense que nous sommes du camp qui a perdu, donc on ne nous honore pas. Très bien. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas encore vu une cérémonie qui parle des gens de Petit Diokwe, ou de Kitrozon, ou de tout cela. Je peux me tromper, mais j'ai plusieurs fois vu des membres du parti au pouvoir commémorer les femmes d'Abobo. C'est qui est bon, c'est qui est très bien. Mais j'aurais aimé qu'il y ait aussi ça pour les victimes qui ont eu lieu dans ce qu'on pourrait appeler... Sur d'autres sites. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. On a compris un peu votre point et nous sommes très honorés que vous puissiez nous appeler et dire un peu votre ressenti. C'est très important pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et continuez de nous suivre. Comment est-ce que vous réagissez justement à ce point? Il dit qu'il a l'impression que d'autres victimes sont célébrées, que d'autres, il reste en attente de voir où il peut se tromper. Est-ce qu'à Guitrozon, on a fait une cérémonie pour les victimes? Malheureusement pas. Bon, comment est-ce que vous réagissez? Pascal et ensuite Daouda. Oui, très rapidement, sur ce que Marius a dit. Marius a dit, vous voyez, il a donné l'exemple de Émile Constant-Bobé, ancien ministre aussi de Parlons du l'Intérieur. renouvellement de génération. C'est lui-même qui allait casser mon village. Je suis pas très en phase avec ce que Marius a dit parce que renouveler la classe dirigeante, c'est autre chose que mettre au garage les seniors. Parce que si vous arrivez dans un environnement politique où il n'y a que des novices, vous prenez d'autres grands risques. Vous prenez, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous prenez d'autres grands risques. Ce qu'il faut, et le PDCI l'a bien compris, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le comité des sages, ou en tout cas il existe une structure comme ça, qui a vocation à servir de référent en termes de conseil, en termes d'orientation. Mais ce qu'il faut changer, c'est peut-être
la classe dirigeante, la classe gouvernante. Mais Très bien. ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous vouliez qu'on mette au placard tous les vieux. Ah non, je ne suis pas très d'accord. alors, Et sa place au PDCI, je pense qu'elle est à la bonne place. Il n'est pas ministre, il ne bien. décide pas de grand-chose. Sur ce qu'a dit Rapidement, Pascal, le téléspectateur, oui, je suis d'accord. Vous imaginez l'impact que ça aura, une image. Vous avez vu aujourd'hui au Rwanda, la célébration, la commémoration, elle est nationale. C'est tout le monde. Ils ont même invité le monde entier parce qu'on en est au 30 avril. C'est vraiment un mois critique, il faut ça en Côte d'Ivoire, faire une célébration nationale. Vous imaginez un flambeau porté par tous ces hommes politiques qui allument une flamme du souvenir et qui citent, avec des gens qui viennent citer tous les martyrs, tous les 3248 noms et toutes les villes de Côte d'Ivoire. Ça va apaiser beaucoup de gens. Parfois, il faut juste un signe. Alors, Barus, je suis en train de rire, elle donne une idée qui n'est pas mal, qu'on peut entendre. Tous les leaders avec la flamme, le calumet de la paix. Les symboles Le sont symbole forts. fort, c'est très important. On va écouter Daouda et puis Élisée ensuite. Et Barus, vous aurez le temps d'expliquer. J'aimerais juste, je ne vais pas revenir sur la question du Oui, renouvellement bien de la sûr. classe générationnelle, parce que j'étais en accord avec elle. Je reviens sur ce que le propos de téléspectateur ce qu'il a dit. Si vous vous rappelez très bien, nous avons débattu de cette question ici, lorsqu'il y a eu la commémoration des 11 femmes d'Abobo. Oui. Peut-être qu'ils ne suivaient pas trop l'émission, mais même l'année passée, on n'a pas du 11 avril. Mais ce qui est important, et je l'avais dit, je vais le répéter encore une seconde fois, moi je suis contre le fait qu'on célèbre les victimes de façon disparate. Le 11 avril à Abobo, à Guy Trozon, à Naïbli, Que faut-il à faire? Petit Quelle est votre Djokwe. idée? Mon point, il est clair en la matière. Il faut qu'on choisisse, dans un premier temps, une date neutre, un lieu neutre. Parce que, je l'ai dit une fois, en Côte d'Ivoire, si on veut parler des victimes, excusez-moi, nous sommes tous des victimes de cette crise, à commencer depuis la mort d'Oufoué jusqu'en 2011. On est tous des victimes. Tout le monde est victime. Donc, je pense que c'est un manque de volonté politique où chacun tire le drap vers lui. Que ce soit le PPACI, c'est l'assassinat de la démocratie. Pour le RAGP, c'est l'éclosion de la démocratie. Non, il faut que ça change. Trouvons une date neutre, un lieu neutre pour célébrer toutes les victimes, pour célébrer les Ivoiriens. Quel serait ce lieu neutre? Ça peut être n'importe où. Parce que là où il y a eu plus de morts, c'est où? C'est peut-être à Abidjan, ici, à Bobo, Djokwe, Naïbli, Guy Trozon et autres. Mais ça ne peut pas être ces lieux-là. Mais ça doit être un lieu qui va, comment on appelle ça, être représentatif de tous les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Allons avec M. Touré Ezekiel qui nous appelle de Yopougon. M. Touré, bonsoir. M. Touré Ezekiel, est-ce qu'il est là? Alors, s'il revient, donc on est toujours là, on va l'écouter. Il est là? Monsieur Touré Ezekiel, pouvez-vous décaler un peu de votre poste récepteur, je vous prie? Il est parti. Alors, Élisée. D'accord. Moi, je réagis sur deux points rapidement. Le premier, déjà, sur la question de... Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus qu'on revive en fait, ces événements. On a 16 mois des élections présidentielles. Moi, je pense tout simplement qu'il faut avoir le courage d'ouvrir un dialogue politique sous l'égide de l'opinion nationale et internationale. Ça veut dire quoi, l'opinion? Qui représente l'opinion nationale? Mais l'opinion nationale, c'est nous. C'est vous et moi, Christelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un dialogue politique où on va s'enfermer dans un bureau entre le PPACI, le RHDP, le COGEP et puis tout ce qui va avec. Mais c'est un dialogue politique qui va s'ouvrir quand toi, Christelle, et moi, Élisée Bolubeu, on va suivre avec eux ce qu'ils vont dire pour que nous tous on puisse voir. Pour imager un peu votre idée, Élisée, donc téléviser, c'est ça? Mais bien sûr, quelque chose où tout le monde peut suivre. Élisée, c'était déjà fait en Côte d'Ivoire. Mais attendez, non, je pense que aujourd'hui, il est bien de prendre l'opinion. Sinon, ça a été déjà fait. Oui, mais quand vous dites que ça a été déjà fait, c'était pas. Donnez-moi la formule, ce n'était pas un dialogue. Hein. C'était pas un dialogue. Les gens sont venus donner leur point de vue. Ce n'était pas la même chose. Les gens ne s'étaient pas assis de part et d'autre d'une table en train d'échanger et puis tout le monde regardait. Vous êtes en train de prendre l'exemple, par exemple, de comment on appelle ça, de Forum de la Réconciliation. Mais ce n'est pas le même format. Ce n'est pas le format que moi je vous décris. Pas du tout. Le format que je vous décris, c'est le format du dialogue politique, mais seulement qui est fait en présence ou du moins au vu et au su de tous. Ce n'est pas quelque chose qui est fait dans une chambre fermée où des gens prennent des décisions et puis demain on nous brandit des recommandations où personne ne répond finalement, d'autres qui ne se retrouvent même plus dans ce dialogue. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On va faire une pause, Élisée, pour prioriser notre téléspectateur. M. Touré est revenu. M. Touré, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Non, c'est pas M. Touré, c'est M. Bolou Ezekiel. Monsieur Bolou Ezekiel. Très bien, c'est pas bien grave. Monsieur Bolou, bonsoir. Essayez de reculer un peu parce que
la qualité sonore est un peu défaillante. Oui, je suis venu en chambre. Très bien, monsieur Touré. Vous avez dit de ne pas s'enfermer dans une chambre. D'accord, allez-y. Alors, comment est-ce que vous réagissez justement à cette date du 11 avril? Et notre point, c'est comment faire pour ne plus que la Côte d'Ivoire saigne à nouveau. Ok, donc bonsoir à vous, très chers membres du plateau. Voilà, moi, là, franchement dit, vous savez que dans cette crise-là, moi, j'attire vraiment votre attention. Voilà, dans cette crise, excusez-moi vraiment pour le thème, mais les deux grosses têtes, je parle du président Hassan Ouattara et le président Gbagbo, sont vraiment des membres actifs dans la politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et toutes ces personnes-là ont vraiment des membres, des militants, je veux dire. Donc, le seul fait même de célébrer ce 11 avril, de commémorer par ce 11 avril-là, c'est comme si en fait, il y a quelque chose en bas c'est comme si vous frustrez en fait les militants du président Laurent Gbagbo en fait. On les frustre, Voilà. c'est-à-dire, comment on les frustre? Parce que j'entends dire vraiment sur votre chaîne, même sur la RTI dans le journal, voilà, c'est le début de la démocratie. Voilà. Et en le disant, c'est comme si, au fait, vous frustrez en fait les militants, voilà, du parti de Laurent Gbagbo, parce que lui également, il a des membres. Donc, ce que j'aurais souhaité vraiment, c'est peut-être de trouver une date pour simplement commémorer vraiment la mémoire de toutes ces victimes-là au niveau de la crise post-électorale. Alors, oui, allez-y, terminez. Mais en disant que ça commémore la venue de la démocratie, c'est comme en quelque sorte frustrer les militants de l'autre parti. Et ça va encore nous replonger encore dans cette même crise que nous avons connue. Très bien. Ce n'est pas bien juste. On a bien compris votre point. Nous avons simplement présenté le point de vue donc, du RHDP, étant entendu que du côté du PPACI, le point de vue, c'était l'assassinat de la démocratie. Donc, comme chacun est libre de s'exprimer, on prend les points. Et ce qui est important pour nous, c'est de tirer les leçons à effet de ne plus recommencer ce qui s'est passé. Merci d'être venu. Merci infiniment de nous avoir. Merci. Élisée, vous étiez en train de terminer votre point. D'accord, je finis le point, mais déjà, peut-être qu'il faut bien préciser. Ce qu'il dit n'est pas juste. À aucun moment sur ce plateau, à aucun moment, je répète, on peut regarder l'émission du début qu'à la fin, on a dit, ou du moins qu'on a endossé la position du RHDP les faits, voilà, qui sûr, disait voilà. que c'était l'éclosion de la démocratie. À aucun moment on a épousé ça. On a juste présenté des faits. Il est bien peut-être qu'il parte au début de l'émission, parce que c'est très facile de prendre quelques mots dans l'émission et puis tirer une conclusion. C'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est fait. Ça, c'est déjà bien de faire cette précision. Deuxième. Oui. Donc, comme je le disais, déjà, pour moi, vraiment que ce dialogue-là s'ouvre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des points qui sont émis par l'opposition et qui, pour moi, méritent dès maintenant qu'on puisse s'y attarder, les regarder, les traiter vraiment de façon sans faux fuyant. Rapidement, les points, Sans Élisée. faux fuyant. Donc ça, non, je vais parler des revendications de l'opposition. La question de C'est la pourquoi liste justement, électorale. Oui, justement, quelques points. Est-ce que je demande d'accord, quelques points comment on appelle ça, la révision de la CEI, voilà, la révision de la liste électorale d'abord, pardon, et puis la recomposition de la CEI et autres, tout ça. Vraiment, pour moi, c'est des sujets dont on peut commencer dès maintenant à parler. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, je ferme cette parenthèse. Maintenant, sur la question qu'a évoquée, comment dirais-je, Pascal non, Marius, sur le renouvellement de la classe politique. De la classe politique. Non, moi je pense que c'est vrai. De toute façon, c'est la vie. C'est la vie partagée par les leaders politiques qu'on voit à l'écran. Ils l'ont dit des années en arrière, ils l'ont répété il y a quelques mois derrière pour certains. Eux-mêmes, ils trouvent qu'aujourd'hui, il est important qu'on arrive au renouvellement de la classe politique. Ça, c'est une réalité. Mais comme je le dis, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme un bout de bâton magique. On dit, bon, je me retire, un temps, il y a des nouveaux. Ce n'est pas comme ça. C'est un processus. Oui, maintenant, en même temps aussi, il faut qu'au niveau des lieutenants, et de la jeune garde, c'est-à-dire des jeunes même qui aujourd'hui regardent tout en spectateur ou suivent des mots d'ordre, prennent aussi leurs responsabilités. À un moment donné, il faut qu'on commence à exprimer nos opinions. Il faut qu'on commence à montrer aussi à ces personnes-là qu'on a cette capacité de réflexion, on a la possibilité de mener des analyses et même de pouvoir, comment on appelle ça, traiter des dossiers importants. Aujourd'hui, on a l'exemple du Sénégal. On pourra dire tout ce qu'on veut, c'est vrai, on ne les a pas encore vus à l'exercice de l'œuvre. Mais une chose est certaine, le discours qu'ils ont tenu pendant tout ce temps a permis aujourd'hui au peuple sénégalais de leur faire entièrement confiance. Parce qu'ils ont fait preuve d'une certaine responsabilité. Merci, donc, Élisée. il faut que nous jeunes aussi, on puisse prendre nos responsabilités. Ce n'est pas la fin. C'est un sujet qui nous concerne. Ça nous passionne. Ça nous concerne et forcément, il reviendra à l'agenda. Ça, c'est clair. Mais ce que nous retenons,
pour la Côte d'Ivoire, plus jamais ça. Plus jamais ça. Ça, c'est clair. On ne veut plus subir les coups de mortier, ni des coups de fusil. Des 12-7. Mais je pense qu'il faut que tu t'adresses aux jeunes. De ne plus surtout, écouter les hommes politiques. Ben bien sûr, aux jeunes, faites vos affaires, cherchez à vous développer, cherchez à bâtir vos entreprises. On parlera tout à l'heure avec un qui est expert en cybersécurité. Faites votre business et puis laissez les politiques faire de la politique. Et si vous voulez faire de la politique, faites-le bien, Mais autrement, ou alors mieux. Exactement. Alors, nous avons le plaisir de recevoir maintenant un autre jeune. Voilà, on parlait de jeunesse qui se concentre, qui est focalisé, n'est-ce pas, sur son bien-être. Il est expert en cybersécurité. Franck, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va parler de régulation et innovation. Pourquoi cela devrait aller de pair en Afrique? Alors, dites-nous, pourquoi avoir pris pied dans la cybersécurité? La cybersécurité part, on va dire, d'un intérêt personnel que j'avais déjà pour toutes les questions de sécurité, de défense de façon générale. Et au moment justement où j'effectue une réorientation professionnelle, il se trouve que le sujet, on va dire, du moment et qui montait de plus en plus était donc la cybersécurité. Et je pense qu'avec un peu de recul, je pense que je n'ai pas eu tort en fait de faire ce choix-là quand je me rends compte aujourd'hui de la prépondérance et de l'importance de cette thématique dans notre vie quotidienne. Rapidement, allons sur une définition assez simple pour ceux qui nous regardent. La cybersécurité, c'est juste la mise en place en fait, de toutes les mesures qui permettent de sécuriser des données numériques et informatiques. Très bien. Messieurs, Pascal, question. Comment allez-vous, Franck? Très bien, merci à vous, Pascal. Alors, une question toute simple. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quels sont les chiffres? Est-ce qu'on a une base de données pour mesurer le niveau de sécurité de nos entreprises ou de nos institutions? Et face à ces chiffres-là, comment vous pouvez intervenir? Donc, nous n'avons pas aujourd'hui en tant que tel de base de données, on va dire, pour pouvoir mesurer, évaluer ce niveau de maturité. Toutefois, chaque année en général, à la fin de l'année, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité fait un point justement pour annoncer les différents montants des préjudices qui sont subis en Côte d'Ivoire et qui sont déclarés aussi en matière de cybersécurité. L'autre sujet que nous avons de l'autre côté, qui revient justement sur votre problématique d'évaluation, c'est que malheureusement, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand une entreprise est victime d'une cyberattaque, il n'y a pas d'obligation déclarative. Donc ce chiffre-là, en fait, pour la plupart du temps, soit il est estimé, soit il est basé uniquement sur le déclaratif et sur ce qui est collecté comme information par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Néanmoins, vous conviendrez avec moi qu'il reste toute une partie, on va dire, de l'économie qui, peut-être parce qu'elle n'est pas obligée de le faire ou parce qu'elle ne souhaite pas forcément le faire, ne déclare pas justement les dommages et intérêts, les dommages subis en matière de cybercriminalité. Je vais survoler un peu quelque chose. C'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans le secret défense, mais est-ce que notre système est assez solide? On sait qu'en Afrique, en 2022, on a enregistré plus de 1848 attaques. En Côte d'Ivoire, je ne connais pas les chiffres, on ne s'est pas mentionné, mais est-ce que nous sommes assez protégés? Exemple, pendant la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a connue récemment, il a été dit que il y avait des tentatives pour déstabiliser un peu certains réseaux. Est-ce que nous sommes assez protégés, nous, ici en Côte d'Ivoire? Ce que je peux dire, c'est que oui, nous sommes protégés en Côte d'Ivoire parce que justement, depuis le début des années 2000, nous avons été une place assez forte, malheureusement, de cybercriminalité. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années même maintenant, les autorités ivoiriennes ont mis en place un certain nombre de mesures, un certain nombre de structures avec des moyens qui vont en face, justement, pour lutter contre la cybercriminalité. Je parlais tantôt de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui fait un travail remarquable depuis plusieurs années déjà. Donc les équipes du colonel-major Gelpetchan Ouattara, que je tiens encore justement à féliciter, à encourager pour le travail qu'elles font. Et donc, c'est vrai que ces équipes-là sont là. Et vous parliez tout à l'heure du cas de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait un dispositif cybersécurité qui avait été mis en place par l'autorité de régulation des télécoms de Côte d'Ivoire, exactement, et aussi par la commission sécurité avec un poste de commandement cybersécurité spécialement dédié pour ces enjeux-là. Élisée?
On sent que l'avènement de l'intelligence artificielle a été perçu par beaucoup comme une opportunité, mais certains aussi indiquent que c'est un danger. Aujourd'hui, quelle est la conséquence, je dirais, de l'intelligence artificielle dans la lutte contre la cyberattaque? Il y a plusieurs choses. Donc, elle représente effectivement une opportunité parce qu'elle permet justement de pouvoir mieux anticiper des attaques, mieux se préparer et aussi automatiser, on va dire, les systèmes de défense. Mais aussi, justement, elle peut représenter un risque majeur parce qu'elle permet également de pouvoir automatiser des attaques, de pouvoir avoir des attaques plus sophistiquées et de toucher beaucoup plus de personnes, probablement par la même occasion. Daouda? Moi, je vais revenir sur un aspect politique de l'affaire. Désolé. On sait que dans quelques 1 an, 6 mois, on approche des élections présidentielles et il parlait d'intelligence artificielle. Et je sais que les gens utilisent beaucoup de données de l'intelligence artificielle pour créer des fake news. C'est ça. Pour vous qui êtes expert du domaine, qu'est-ce que vous comptez faire pour gérer tout ça quand on sait que Meta avec Facebook a décidé de mettre sur sa plateforme tous les contenus qui ont été générés par l'intelligence artificielle? Alors, ce que vous avez dit est très important dans la mesure où vous avez déjà fait une catégorisation. Donc, vous avez parlé de Meta et de Facebook, donc, qui est un réseau social qui donc a les moyens, on va dire, de pouvoir mettre en œuvre certaines mesures pour contrer ce type d'attaque, on va dire, ou ce type d'enjeu voilà, de façon précise. Nous, en tant que professionnels du secteur, on intervient de façon différente. Donc, on peut intervenir auprès d'un client qui nous sollicitera par rapport à une problématique donnée pour répondre sur le sujet. On peut aussi accompagner l'État ou les États qui, sur une problématique précise par rapport à cela, peuvent également nous accompagner. Mais notre rôle en tant que professionnel, en tant que cabinet de conseil, n'est que justement ne peut avoir lieu seulement si on est sollicité. Donc on ne peut pas avoir, comment dire, d'initiative comme pourrait l'avoir par exemple Meta, qui est en fait voilà. Mais vous avez des mais vous pouvez partenariats. avoir une initiative quand même citoyenne. Quand on sait que si votre business marche, bien sûr, parce qu'il y a la sécurité au pays. Et cette initiative citoyenne, justement, elle est à travers l'événement qu'on organise, donc le Cyber Africa Forum, où justement nous avons mis en place cette année comme thème principal justement l'intelligence artificielle. Nous avons rassemblé les acteurs du secteur public, les acteurs du secteur privé pour discuter des opportunités, pour discuter des risques et pour justement aussi s'engager sur un certain nombre de mesures, sur un certain nombre d'initiatives pour anticiper justement tous ces enjeux-là voilà, auxquels on fait face. Marius Komoué. Oui, ravi donc, de nous retrouver sur ce même plateau. Vous savez que le commerce numérique est aujourd'hui de plus en plus utilisé par les populations ivoiriennes pour acheter soit un habit, soit un besoin essentiel. Malheureusement, la Côte d'Ivoire ne dispose pas en matière de protection, en matière de textes de loi, de dispositions légales permettant donc une meilleure protection donc, des populations lorsque justement celles-ci sont grugées par très souvent des opérateurs économiques véreux qui utilisent justement le numérique pour vendre tout et n'importe quoi. Que préconisez-vous, vous, en tant qu'expert, dans les échanges que vous avez avec les gouvernants? Je pense qu'il faut revenir sur peut-être ce que vous appelez le fait que les consommateurs ne soient pas vraiment protégés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il existe une loi contre la cybercriminalité, justement, qui permet, en cas de préjudice, de pouvoir porter plainte et de pouvoir justement se faire dédommager, le cas échéant, justement, en cas de dommages. Donc, je pense, et c'est ce que je disais tout à l'heure, selon les chiffres qui sont publiés par la PLCC, que sur les plaintes reçues par elle, environ 50% des cas sont résolus, ce qui représente un des taux les plus élevés au monde. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui un cadre légal qui encadre justement ces activités-là et les préjudices qui pourraient être également subis. Quels sont les grands enjeux de cette 4e édition et puis les futures dates de vos rendez-vous? Notre événement aura donc lieu les 15 et 16 avril prochains ici à Abidjan. Les grands enjeux pour nous, ils sont simples. Le premier, justement, c'est d'arriver et de continuer, à travers ce que nous faisons déjà depuis plusieurs années, à mobiliser
le maximum d'acteurs publics, privés, panafricains et même internationaux autour de cette problématique de cybersécurité et d'intelligence artificielle. Donc nous attendons plusieurs dizaines de délégations ministérielles qui viendront de tout le continent africain. C'est aussi de pouvoir continuer ce travail de promotion à travers justement de sensibilisation, mais aussi de promotion des solutions de nos partenaires qui viennent pour exposer justement et présenter ce qui se fait de mieux en termes d'innovation en cybersécurité dans ce domaine-là. Et puis c'est aussi, on va dire, l'aspect réseau, networking, exactement, et aussi rendez-vous d'affaires justement pour pouvoir développer ces échanges et ce marché de la cybersécurité qui existe aujourd'hui en Afrique. Très bien. En tout cas, tous ceux qui sont intéressés par la cybersécurité, vous avez une entreprise, vous avez une activité et vous voulez mieux vous protéger parce qu'on dit souvent que dans ce domaine-là, on n'est jamais à l'abri, c'est cela? Effectivement. À une nouvelle technologie, il y a toujours un nouveau hacker qui a de nouvelles données. Enfin bref. Ouais, c'est ça. Donc il faut aller là-bas le 15 et le 16 avril pour avoir toutes les données, les stratégies en tout cas pour mieux se protéger. Merci d'être venu. Merci à vous. Vous êtes franquier et vous êtes un expert en cybersécurité. Bravo et merci pour ce que vous faites. Alors, je pense, messieurs, dames, avec votre permission, ça vous dirait qu'on aille à la pause? Absolument. Juste, voilà, une petite respiration. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. On revient pour parler donc d'un sujet important pour les fonctionnaires et agents de l'État et observateurs de la vie citoyenne. Nous recevons donc M. Nyobo Paul. M. Nyobo Paul est le président du conseil d'administration de la MUGEFCI, mutuelle générale des agents et fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Créée depuis le 27 avril 1973, ça fait 51 ans que cette mutuelle existe. Pouvez-vous un peu nous parler de vos acquis en tant que président de la MUGEFCI? Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Merci. Avant tout propos, c'est des remerciements à tous ceux qui ont contribué, tous les défensiers qui ont contribué à la pérennisation de l'outil de solidarité au niveau des fonctionnaires agents de l'État. Qu'est-ce que nous avons apporté de nouveau? 2 ans après votre installation. Qu'est-ce que nous avons apporté de nouveau? Nous avons apporté un dynamisme au niveau de la gestion, au niveau des prestations et au niveau de la tenue de la mutuelle. Dynamisme, ça veut dire quoi? Le dynamisme... Que vous avez apporté? Le dynamisme que nous avons apporté au niveau de la mutuelle, vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques années, cette mutuelle se portait mal. Parce qu'il fut un moment où cette mutuelle, il fallait mettre même des cailloux devant des pharmacies pour avoir des médicaments. Avec les différents présidents qui se sont succédés. Lorsque nous sommes arrivés, on a essayé de faire un diagnostic de tout ce qui se passait dans cette mutuelle-là. Et au regard de cela, je pense que beaucoup de choses ont été apportées au niveau de la pharmacie et au niveau de la santé. Assurément, avec les questions des différents chroniqueurs sur le plateau, on va rentrer dans le détail. Pascal, question au président de la mutuelle. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur Nyobo, donc vous êtes à la tête de la MUGEFCI en tant que président du conseil d'administration depuis le 26 janvier 2022. Donc vous avez eu, après votre campagne, vous avez certainement fait des promesses, vous avez dit que vous changeriez beaucoup de choses. C'est vrai, on voit que vous avez fait un bilan de santé gratuit pour tous les fonctionnaires. Bon, alors quel a été le bilan de ce bilan de santé, pour ne pas me répéter? Est-ce que les fonctionnaires en sont satisfaits? Et puis, vous avez parlé des pharmacies. Vous avez dit qu'à un moment donné, ici, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, quand on avait une carte de la MUGEFCI, on mettait des cailloux. Aujourd'hui, en termes d'accessibilité aux médicaments, qu'est-ce qui a amélioré? Est-ce qu'on a droit déjà, est-ce qu'on est servi plus vite? Et puis, est-ce qu'on a droit à beaucoup plus de médicaments? Merci à notre prise de fonction. On a trouvé, parce qu'il y en a 3 produits au niveau de la mutuelle. On a le produit du régime complémentaire, on a la complémentaire santé et puis on a la complémentaire prévoyance. Donc, au niveau du régime complémentaire, lorsque nous sommes arrivés, on était à 2013 médicaments et les conseils passés avec l'avènement de la CEMU ont trouvé qu'il fallait augmenter la cotisation pour avoir un peu plus de médicaments qui allaient jusqu'à 3 000. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7 000 médicaments qui sont mis à la disposition des fonctionnaires agents de l'État sans débourser un rond, sans débourser un seul franc.
Et nous trouvons que ça, c'est déjà un acquis. Au niveau de la santé, nous avons aussi trouvé quelques produits. Il y en avait trouvé 3 produits. Un produit va santé, un produit va santé, un produit va santé plus et un produit va santé privilège. Très bien. Les 7000 médicaments mis à la disposition des fonctionnaires, c'est assez pour tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire? C'est selon les pathologies qu'on trouve au niveau de la Côte d'Ivoire. Les médicaments proviennent des molécules. Et ces molécules-là qui soutiennent ces médicaments sont des réponses qu'on apporte aux maladies que nous trouvons en Côte d'Ivoire. Élisée Boloubo, question. Oui, Permettez à Élisée. Oui, tout à l'heure, le président évoquait déjà quelques produits. Hein. Ivoire Santé, c'est ça. Ivoire Santé Plus et puis Ivoire Santé Privilège, c'est ça, non? Oui. Qui ont été supprimés apparemment selon certains de vos... je ne sais pas s'il y a dit syndiqués ou bien mutualistes, voilà, qui s'expliquent difficilement la suspension de ces produits-là, d'autant plus qu'ils ont été annoncés comme des produits novateurs, des produits révolutionnaires. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer d'abord par la pharmacie. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé 3 produits de pharmacie. Il y a le produit pharmacie régime complémentaire obligatoire. Ils ont créé un produit qui était Ivoire Pharmacie. Et ils ont créé Ivoire Pharmacie. Vos prédécesseurs, quand vous dites oui, ils. le conseil est passé. Qui ont justifié leur action. Ils ont expliqué la création d'Ivoire Pharmacie par le fait que, pour eux, la CEMU dégradait le panier de médicaments au niveau de la MIGEFSI. Et ils sont allés un peu plus loin. Là, il fallait cotiser 5 000 francs de plus. Ils sont allés un peu plus loin pour dire si tu cotises 4 000 francs de plus, 4 500 francs de plus, on te mettait à disposition des médicaments. À tout moment, tu pouvais aller dans la pharmacie pour prendre des médicaments. Lorsque nous sommes arrivés avec le concours du ministre Maître Adama Kamara, ministre de la Protection sociale et de l'Emploi, avec le ministre de la Santé, M. Demba, avec la CENAM, nous avons fait des séminaires qui nous ont amenés à accroître le nombre de médicaments. Lorsque le nombre de médicaments pour lesquels on payait est mis à disposition des fonctionnaires agents de l'État, il n'était plus nécessaire de cotiser. L'autre élément... Vous avez annulé la cotisation antérieure? Oui, nous avons annulé toutes ces cotisations et cet argent-là, aujourd'hui, impacte positivement le salaire des fonctionnaires agents de l'État. L'autre élément, on a même constaté que le dernier produit qui était Ivoire Pharmacie Plus, était un produit qui n'avait pas été bien calibré. Parce qu'au moment où on prenait fonction, il était déficitaire de plus d'1 milliard de francs CFA. Donc votre prédécesseur, qui est M. Komoé Mesma, quand il était aux affaires, a créé des produits qui, selon votre entendement, n'allaient pas dans le sens du bien-être des fonctionnaires. C'est ce que vous dites? Oui, mais ce qu'on a constaté, c'est que ces produits créés dégradaient le produit. Vous étiez dans la gestion de M. Komoé Mesma? Non, je n'étais pas dans la gestion, j'étais dans le contrôle. Vous savez qu'au niveau de la MIGEFSI, on a 2 organes. On a l'organe de contrôle et puis on a l'organe de gestion, qui est le conseil d'administration. Le conseil d'administration impacte les grandes décisions, impacte la politique de la mutuelle. Un certain nombre de décisions sont arrêtées. Mais lorsque vous avez la majorité au niveau de l'Assemblée générale, il y a un certain nombre de décisions que vous faites passer. Marius Komoé. Oui, mais vous l'avez dit, et elle l'a souligné, vous étiez contrôleur donc, de gestion dans l'équipe précédente. Oui. Alors, ce qui veut dire que vous êtes comptable entre griffes donc, des acquis et des passifs également de ce conseil d'administration. Et donc, il nous revient dans nos recherches que vous avez supprimé également la carte unique intelligente. Et si cette information est avérée, nous voudrions savoir pourquoi vous l'avez fait et pourquoi vous ne vous êtes pas opposé à sa mise en œuvre par le conseil d'administration précédent, puisque vous jugez que cette carte unique intelligente n'est pas du tout dans l'intérêt des fonctionnaires. Alors, avant de répondre, vous allez donner un peu la définition. C'était quoi cette carte unique intelligente pour que tous nos téléspectateurs soient au même niveau d'information? Non, à un certain moment de gestion, il était nécessaire de dématérialiser le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut remplacer le papier par un système de gestion informatique. C'était ça. Donc, une carte a été mise à disposition des mutualistes pour faciliter
la prise en charge. Mais nous n'avons pas supprimé la carte. D'accord. Pas du tout. La carte a eu des problèmes dans sa production au moment du Covid. Au moment du Covid, c'est le conseil passé, il a eu des difficultés à produire les cartes parce que tout le circuit de production des cartes s'est senti impacté par le Covid. Donc, et puis, après cela, lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé qu'il fallait regarder d'abord la gestion de la carte, la penser et puis la revoir autrement. Donc, pour nous, il était question de l'offrir gratuitement. De l'offrir gratuitement aux fonctionnaires agents de l'État parce que les éléments de prestation à notre initiative ont tous été mis gratuitement à la disposition des fonctionnaires agents de l'État du Côte d'Ivoire. Aucun élément de prestation n'est payant. Donc ça, c'est d'abord la première information que je voulais donner. Nous sommes en train de regarder parce que nous sommes une structure déléguée, de gestion déléguée. La structure mère, c'est la CMU. C'est la CMU qui nous disent d'attendre un peu pour analyser au niveau de la production de la carte, parce qu'au niveau de la comptabilité, on a un petit souci avec. Nous avons nos entrées au niveau des hôpitaux. Eux aussi, ils ont leur guichet au niveau des hôpitaux. Nous faisons un traitement pour leur compte. Et après, au niveau du décompte, il y a une différence dans la comptabilisation des patients pris en charge. Donc, au regard d'une telle problématique, ils ont voulu qu'on regarde ensemble pour voir comment est-ce qu'on solutionne ce problème-là. Donc, il fallait, un temps soit peu, stopper un peu la production de la carte. Chez nous, toutes les études sont faites et que tout le matériel est prêt. On attend de coordonner avec la CMU et puis Très bien. Bon, généralement, quand on dit on attend de coordonner avec, on n'a pas les dates. Est-ce qu'il y a un agenda? C'est de quand? Non, on a fait un premier séminaire. On a fait un séminaire tout dernièrement. On a d'autres séminaires à faire pour que ce traitement-là soit un traitement harmonisé au niveau des deux. On attendra donc les résolutions des séminaires. Permettons Daouda qui n'a pas encore parlé. Moi, j'ai un problème avec votre démarche. Je vais être clair et précis. Il a dit, tantôt vous-même, vous l'avez dit, vous étiez contrôleur de gestion dans l'ancien bureau. Sous l'ancien régime. Sous l'ancien régime. Vous y étiez en tant qu'élu. Vous n'avez rien dit. Maintenant, vous êtes à la barre. Et dès qu'on vient à la barre, on casse tout. On nous supprime trois produits, Ivoire Pharma, des choses pour lesquelles les gens payaient. Est-ce que vous êtes dans la rupture? Pourquoi ne pas, quand on sait que l'administration est une continuité, pourquoi ne pas vous inscrire dans cette continuité? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que la carte MIGEFSI, finalement, est-ce que c'est une assurance? Parce que j'ai ma soeur qui est fonctionnaire, mais franchement, sa carte ne lui sert pratiquement à rien. Comment ça, Daouda? Je m'explique. Quand elle va à l'hôpital, même si elle doit être prise en charge pour 3 jours, 4 jours, elle est juste prise en charge pour 1 jour. Pourquoi? Il est là, il va nous répondre. On va encore pour les médicaments ou bien on va encore dans les hôpitaux. Ça ne passe pas ici, il y a un problème de réseau, il y a une lenteur. Mais c'est finalement catastrophique. Comme c'est une grande malade, finalement, on est obligé de se soigner avec ses propres fonds. De se soigner avec les fonds propres ou bien soit aller prendre une assurance privée. Donc finalement, je me pose la question, est-ce que cette carte, cette MIGEFSI-là, c'est une assurance? Première question, est-ce que vous vous rappelez de la première question? Comme je ne suis pas en train d'écrire, si vous permettez que je réponde et puis bien sûr, allez-y. Les autres questions vont suivre. Aujourd'hui, lorsque vous tapez sur Google, vous tapez MIGEFSI, la liste des médicaments, vous aurez la liste de tous les médicaments offerts par la MIGEFSI. 7000, c'est ça ce que vous avez dit. Allons sur Google, il a dit on tape sur Google. Tapez sur Google, tapez la liste des médicaments MIGEFSI, tapez 2023 et vous aurez la liste de tous les médicaments. C'est ça. Vous tapez encore la liste des pharmacies, vous aurez toutes les pharmacies. Quel que soit le quartier, vous tapez même Cocody, vous aurez la liste des pharmacies au niveau de Cocody. Mais est-ce que cette information, les fonctionnaires l'ont? Ah ben, on la met à la disposition des fonctionnaires. Nous faisons des tournées de sensibilisation et d'information et nous leur mettons à disposition toutes les informations. C'est sur la page MIGEFSI, c'est sur la page MIGEFSI. Parce que si elle a cette information, pourquoi l'irait dans une pharmacie où elle n'est pas censée être reçue, en fait? Non, mais ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner, on est encore dans la diffusion de l'information. N'est-ce pas? Et cela, depuis que nous avons la gestion de la mutuelle, nous nous efforçons d'être le plus transparent possible et de donner le maximum d'informations. Au niveau de la carte, en réalité, la carte,
c'est vrai, est un support parce que c'est la gestion électronique du bon. Aujourd'hui, les bons papiers ont disparu, donc avec la carte, c'est la gestion électronique du bon. Mais la carte n'est pas l'élément de prestation. Ce qui est l'élément de prestation, c'est ton matricule. C'est cela. Lorsque nous sommes venus, on a trouvé un système informatique qui nous posait problème. Qu'est-ce qui se passait avant? L'introduction de la gestion informatique au niveau de la MUGFC. Qu'est-ce qui se passait avant? Tu vas voir un médecin, il te fait une ordonnance. Tu prends ton papier ordonnance, tu vas à la pharmacie et tu payes. L'outil informatique devait nous permettre la facilitation, devait nous permettre d'être au même niveau de gestion. Donc, il y a eu des soucis au niveau de l'informatique. Mais si vous demandez aux mutualistes, ça fait depuis quelques mois, nous avons pu résoudre l'épineux problème informatique. Donc, si vous constatez, les plaintes se sont amenuisées. Il n'y a pas de plainte zéro. Donc, votre tante, c'est votre sœur ou votre Ma tante? sœur. Voilà, votre sœur pourra maintenant, au moment où nous sommes en train de discuter, et après ça, pourra vérifier l'information que je donne. Parce que, si vous permettez, excusez-moi. Oui, pardon. oui, Non, je veux juste allez-y, confirmer oui. que la liste des pharmacies d'Aouda... Ça existe, effectivement, oui, comme il je a le dis, c'est sur ça c'est existe. sur, Moi, j'ai fait, leur avant de site, venir hein. même sur ce plateau, j'ai fait un tour sur votre site MUGFC.ci. C'est à jour et C'est tout à ça. jour, c'est Voilà. bien élaboré, bien dynamique. Mais malheureusement, cette dynamique-là ne suit pas dans les hôpitaux. Même parce que quand tu pars dans une clinique, Oui. quand on sait, Élysée qui est centre des mesures du gouvernement, c'est de rapprocher les hôpitaux des usagers clients. En même temps, une personne ne fait pas les statistiques, on est bien d'accord. N'empêche que ce qui est clair techniquement, autour, dans un environnement dans 5 km, tu fais des cliniques privées, au moins sur 10 cliniques, il y a au moins 8 qui te refuseront. Ils ne prennent pas ces cartes. Justement, mais le point, c'est qu'il a dit qu'il y a la liste. Hein. Il y a Donc, une quand on a liste la liste, d'établissements on est agréés. censé aller dans le lieu indiqué où Moi, je me trompe. moi, j'aurais voulu, sincèrement, sans... C'est quoi votre idée, Daouda? Mon point aujourd'hui, c'est que je souhaite que même ceux qui sont à la maison, qu'ils fassent le test, qu'ils y aillent. Vous allez voir, même à l'hôpital mère-enfant, je vais Non, citer les établissements ou même agréés, l'hôpital les mère-enfant, établissements on y agréés. va, il y a des soins qui ne sont pas pris en charge. Je me demande, est-ce que c'est une Comment est-ce que assurance? vous réalisez à cela, Monsieur le Président? Est-ce que dans certains hôpitaux, l'établissement certains est sur soins ne la sont pas liste? pris en charge? Au niveau des soins, il y a un certain nombre de pathologies qui sont traitées par la mutuelle. Nous sommes une complémentaire. Donc, nous ne traitons pas tout. Il y a un certain nombre de pathologies qui sont prises en compte par la mutuelle. Donc, ce qui est pris en compte par la mutuelle est traité de manière efficace. Ce que je voudrais dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, ça c'est un constat que nous faisons. Nous aimons trop les réseaux sociaux et nous n'allons pas à l'information. Comment ça? Comment ça, expliquez-nous? On ne va pas à l'information. Les fonctionnaires ne vont pas à l'information. Oui, on ne va pas à l'information. Pour pallier à cela, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? C'est la construction des délégations dans les chefs-lieux des régions, où tout ce qu'on a comme prestations et informations au niveau d'Abidjan se retrouve. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette campagne parce que nous sommes dans une gestion de proximité. On ne bouge pas. Ces délégations sont-elles existantes? Elles existent aujourd'hui dans les 31 régions? Oui, Merci, bien sûr que oui. Si vous constatez, on vient même de lancer la construction de la délégation d'Abangourou, n'empêche qu'il y a déjà une délégation existante. Nous sommes en train d'innover un mode de délégation moderne. Quand, comparaison n'est pas raison, mais regardez un peu au niveau de la CNPS. Vous voyez, leurs délégations sont présentables. Donc, nous estimons qu'après 51 ans d'existence de la mutuelle, doit offrir aux fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire des délégations de type moderne. Très bien. Au-delà des délégations de type moderne, apparemment, l'information, vous avez un site Internet, vous avez des informations, toutes les listes sont là. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas un peu moderniser votre circuit d'information? Il y a le mailing. Il faut qu'un fonctionnaire puisse se dire, attention, à la pharmacie A, je ne serai pas traité, à la pharmacie B, et voici les pathologies que me donnent, qui peuvent être traitées. Si on est toujours en train de dire, on est tous dans l'expectative, on ne s'en sortira pas après 51 ans d'existence. 2 dispositions sont prises pour pallier à cette problématique. Très bien. La première des dispositions, c'est le call center. OK. On a un call center au niveau de Qui la marche mutuelle. très bien. Qui Donc, il marche très bien, Marche je très confirme. bien. Bon, OK. d'accord, qui marche très bien. Merci. Le numéro, de c'est quoi pour le C'est call le center? 01 71 60 60 60. Très bien. Pour une Ça, fois, c'est Daouda a le call confirmé, center. c'est que ça marche. Ouais, ça marche. C'est Ok. le call Si center. Daouda dit que ça Hollande, marche, c'est que ça 01 marche. 71 60 60 60. De quelle heure à quelle Daouda, heure? 7 jours sur 7. Ça marche de manière permanente. 24 Voilà, sur c'est le 24, call 7 center, sur 7. ça C'est qui est là. parfait. L'autre élément de
de communication. J'ai dit, on a le call center et puis l'autre élément de communication, c'est... Hein? Non, allez-y. Je disais qu'on a deux outils. Oui, on a le call center, on est d'accord. Et puis l'autre élément, c'était? L'autre élément, c'est... Un site Internet? Non, Non, c'est les tournées que nous faisons. Ah oui. Ok. d'accord. C'est les visites. tournées que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans les tournées pour échanger avec les mutualistes, pour leur mettre à disposition toutes les informations nécessaires. Mais À monsieur le propos, président, à propos des Au tournées, niveau, à propos des des tournées. délégations au niveau Il nous des reste 3 minutes, délégations. donc on va gérer ça. Oui, au niveau des délégations aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans une délégation, vous n'avez plus besoin de venir sur Abidjan. Vous avez tous les éléments d'information au niveau de chaque délégation. Très bien. À propos des Donc, tournées. ce qui réduit. À propos des le tournées, coût. mais je voudrais vous dire qu'on a 3 minutes. hein. Est-ce Non, que vous je pouvez suis la bref. question Je suis bref. Ah, pardon? On peut poser 3 questions. Je il suis répond bref. 3. Oui, Alors, d'accord, à propos allons-y. des tournées, Oui, vous avez rapidement, donc pour que tout le eu monde puisse l'opportunité de visiter 6 villes pour y rencontrer des mutualistes. Les villes de Yamoussoukro, San Pedro, Aboasso, Boaké, Boaflé et Daloa, au détriment des autres mutualistes. Ou bien c'est un début de visite médicale gratuite, ou bien c'est des visites qui seront étendues à l'ensemble des mutualistes où qu'ils se trouvent sur l'ensemble du Quel territoire est votre national. projet sur ça? Non, ce qui est important, c'est au niveau des prestations, au niveau des délégations. Il y a cela, parce que la délégation est l'instrument administratif où toutes les informations te donnent. L'autre information capitale que je voulais donner, aujourd'hui, au niveau de la MUGFC, s'il vous plaît, au niveau de la MUGFC, nous avons près d'une dizaine de médecins conseils au moment où je parle. Ah tiens, les Vous médecins. arrivez dans le bâtiment, on a plus d'une dizaine de médecins conseils. D'accord. Avant d'atteindre le hall où il y a l'information à gauche, ça a été aménagé pour que ces médecins-là soient à la disposition de la population Très bien. en termes de conseils aux Très bien. différents... Rapidement, je vous en prie, messieurs, rapidement. Moi, je serais très rapide, Pascal. précis, concis. Oui. Parce que, non, J'ai un ami. Daouda. Pardon. Après sa sœur. Oui, j'ai un ami, nouveau fonctionnaire. Mais vraiment, les gens qui sont dans les matricules 800. Oui, oui. Voilà. Le gars, il est allé à la solde dernièrement. Oui. Il s'est Monsieur, rendu donc compte, oui, ils lui ont coupé de l'argent. Mais il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas informé que dès que je prends service, je pouvais me soigner? Bon, c'est la même question, Daouda. Voilà. Je vais vous D'accord, donc il va demander, répondre. M. Monsieur le Nyobo, Président, combien ça allons-y. coûte à un fonctionnaire d'être affilié à la MUGFC exactement? Est-ce que vous avez un Allons-y, montant? Ah, ben, c'est Réponse 3% rapide. de son salaire. 3%. Oui, 3% de son C'est énorme. salaire. Oui, 3% de son salaire plafonné à Net. l'indice 1000. Donc, ce qui veut dire que les cotisations ne dépassent pas l'indice 1000, c'est plafonné à l'indice 1000. L'autre élément que je voulais donner en termes d'information par rapport au niveau fonctionnaire, lorsque tu as ton arrêté de nomination, parce que c'est la mutuelle des fonctionnaires agents de l'État, lorsque tu as ton arrêté de nomination, tu rentres dans la famille des fonctionnaires agents de l'État. À partir de ce moment-là, les différentes... Cotisation et... Non, c'est Taxes. les ressources humaines. Les différents directeurs des ressources humaines doivent mettre à la disposition de la MUGFC ou orienter leurs nouvelles recrues vers la mutuelle pour qu'on leur édicte des cartes. Et c'est en fonction de cette prestation, puisque l'adhésion est obligatoire. Très bien. Et c'est en fonction de cela que les précomptes sont faits sur leur appel. Élisée, rapidement. Est-ce que les délégations dont vous avez parlé tout à l'heure ont les capacités pour prendre en charge les préoccupations des mutualistes de leur zone? C'est la dernière question. On a Ouais, je fini. pense que les délégations ont cette capacité parce que nous sommes dans une déconcentration. C'est vrai, nous sommes en train de tendre vers la décentralisation au niveau de la gestion de ces services-là. Je pense que d'ici la fin du mandat, on arrivera à une décentralisation totale. Parce que pour nous, Et on a le fini. porte-monnaie du fonctionnaire ne doit pas souffrir. Parce qu'il y a d'autres projets dans lesquels ils peuvent investir cet argent-là. Par exemple, la complémentaire par capitalisation, Alors, qui est un bon projet dans lequel les fonctionnaires peuvent orienter les ressources additionnelles qu'ils ont par la bonne gestion de la MUGFC. Donc, je pense que cette ressource-là peut être acheminée dans cette direction-là. alors, pour terminer les grands axes hein, de ce cinquantenaire que vous comptez faire, en espérant que les femmes auront une place prépondérante dans vos différentes actions. Dans votre conseil, il n'y a qu'une seule femme. Hein, Oui, une seule La femme. policière. Sur combien de membres? Voilà, sur combien de membres? 10 membres. 10 Sur membres. 10 Bon. membres, une seule femme. Bon, on est vraiment loin du quota. Alors, vos grands axes, ce seraient lesquels? Bon, au niveau de la femme, ce n'est pas nous qui décidons de la place de la femme
au niveau du conseil. Ce sont les femmes elles-mêmes? C'est au niveau des différentes familles d'emploi. Les femmes doivent lutter à l'intérieur des différentes familles d'emploi parce que la constitution du conseil d'administration obéit à des différentes familles d'emploi. On en a 8. Donc, à l'intérieur de ces différentes familles d'emploi, les femmes qui émergent dans leur famille d'emploi, ces femmes leaders-là, vont être cooptées par les différents leaders, par les autres leaders, pour la constitution d'une liste électorale. Et quand ils seront élus, elles pourront faire partie des conseils. Très bien. Rapidement, vos grandes actions terminent l'émission. Nos grands axes, c'est d'arriver à une prestation efficiente au niveau de la Côte d'Ivoire, une mutuelle rayonnante, parce que nous sommes la deuxième plus grande mutuelle au niveau de l'Afrique. Et nous estimons qu'une telle mutuelle doit davantage répondre aux besoins des mutualistes de manière efficiente. Très bien. Donc voilà nos axes pour nous. Ça doit être à l'image d'un certain nombre de services où ça ne doit plus être une hantise. Le fait d'aller à l'hôpital et après d'aller au niveau de la pharmacie. Ça doit être un élément mécanique qui rassure le fonctionnaire et qui lui permet de faire moins de dépenses parce que quand tu as l'assurance on n'aura pas l'occasion d'aller dans le parce qu'on a terminé. Mais vous avez déjà tellement expliqué. Mais Christelle, voilà, le temps imparti. Le temps qui nous est parti. Daouda, vous n'avez pas un Non, je voulais juste saluer ces collaborateurs de Saint-Jean qui sont très bien. Daouda ne salue personne. Tu vas là-bas. Alors, merci beaucoup. Merci PCA. Oui, merci. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes M. Nyobo Paul, président du conseil d'administration de la MUGEFSI qui célèbre donc son cinquantenaire. Merci et bravo pour vos efforts. Mais forcément, vous reviendrez. On a eu beaucoup de plaisir à partager donc ce moment avec vous, d'être chez vous en ce moment. Daouda, merci. Merci à vous. Christelle. Marius, merci. Élisée, Pascal, merci pour le rouge. Merci. Prochainement, mettez des bandelettes vertes. Ben bon, l'Africain ne viendra pas en D1. On a terminé cette émission. Ça, c'est à demain. Et les programmes continuent sur la FPV. Bonsoir. Le vrai match, c'est dans quelques instants. Dans quelques heures, on va dire.